On aborde ici une posture thérapeutique bien particulière, la curiosité amoureuse. Il s'agit d'un regard, mais aussi d'un outil clinique qui vise à accompagner la transformation du patient, le tout dans un cadre sécurisé. Cette citation de la docteure Sandrine de Montsabert, qui est à l'origine de la méthode Integria, pose vraiment le principe fondateur de cette approche. La distinction est claire. On ne voit pas le patient comme un problème qu'il faudrait résoudre, mais plutôt comme un univers à découvrir, avec un intérêt qui est à la fois authentique et professionnel. Alors, commençons par la définition et le cadre. Cette première partie va nous permettre de voir en quoi cette posture se distingue d'approches plus classiques et ce qui fait d'elle un cadre clinique à la fois structuré et sécurisant. Ici, on peut comparer directement avec la neutralité bienveillante qui nous vient de la psychanalyse. D'un côté, on a une certaine distance professionnelle, une écoute qu'on pourrait qualifier de plus passive. De l'autre, avec la curiosité amoureuse, on parle d'un engagement personnel, d'une écoute active, incarnée et d'une exploration qui est menée avec un réel intérêt. Et là, il y a un point absolument crucial. Cet engagement n'est ni fusionnel ni naïf. Le mot « régulé » est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça signifie que cette chaleur, cette proximité sont en fait des compétences professionnelles. Elles sont maintenues dans un cadre qui est sécurisé autant pour le patient que pour le thérapeute, et c'est ça qui garantit l'intégrité du processus. Passons maintenant aux fondements théoriques. Quels sont les concepts qui nourrissent cette approche et sur quelle base solide est-ce qu'elle repose ? Le véritable moteur de cette approche, c'est la compassion vivante, un concept qui a été développé par Robert González. L'idée, c'est d'aller au-delà de la simple compréhension intellectuelle des besoins. Il s'agit pour le thérapeute de se connecter de manière incarnée, dans son corps, à l'énergie de ses besoins. Ce tableau illustre très bien comment ce principe est mis en application. On voit bien qu'il y a deux manières d'aborder un besoin. D'un côté, en creux, on le perçoit comme un manque, une souffrance, ce qui peut mener à la rumination, et de l'autre, en plein. Là, on se connecte à son énergie nourrissante, on le voit comme une ressource. C'est un vrai basculement de perspective. Prenons un exemple concret. Au lieu de se concentrer sur le manque de confiance, l'approche en plein invite à se connecter à l'énergie même de la confiance, à cette qualité qu'on souhaite faire grandir en soi. C'est en quelque sorte un acte créateur. Voyons maintenant comment tout ça se traduit dans le cadre opérationnel du thérapeute. Quels sont les modèles cognitifs qui lui permettent de maintenir cette posture de façon constante et sécurisée ? Le principe directeur, c'est de voir le self derrière les parts. Le patient, quand il arrive, il vient avec ses mécanismes de défense, ses protections. La curiosité amoureuse, ça consiste justement à regarder au-delà de ses parts protectrices pour percevoir le self, c'est-à-dire l'essence de la personne qui est toujours intacte. Cette approche, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des bases théoriques qui sont solides et reconnues. On pense à l'énergie du self du modèle IFS de Richard Schwartz, au regard positif inconditionnel de Carl Rogers ou encore à la beauté des besoins de Robert González. On s'appuie donc sur des fondations rigoureuses. Bon, maintenant que la théorie est posée, examinons les outils concrets et leur application en clinique. Comment est-ce que cette posture se manifeste concrètement pendant une séance ? L'un des outils les plus puissants, c'est la nature même des questions qui sont posées. Une question qu'on pourrait qualifier d'investigatrice, du type « Pourquoi tu as fait ça ?», risque de mettre la personne sur la défensive. À l'inverse, une question curieuse comme « Qu'est-ce qui se passait en toi à ce moment-là ?», elle ouvre un espace d'exploration sans aucun jugement. La différence, c'est subtil, mais elle est déterminante. Prenons un cas clinique pour illustrer. Au début, des questions standards, investigatrices, ne font que renforcer le silence de l'adolescent. Mais lorsque le thérapeute change de posture, qu'il valide ce que le patient ressent et qu'il commence à utiliser des questions curieuses, la dynamique change complètement. La relation se crée et le travail thérapeutique peut enfin commencer. L'analyse clé de ce cas, c'est que le changement n'est pas venu du patient, mais bien du regard du thérapeute. Il a cessé de voir un patient résistant pour voir une personne qui se protège. Cette requalification, qui est permise par la curiosité amoureuse, transforme ce qui était une impasse en une véritable opportunité de connexion. Pour conclure, synthétisons ce qu'est la curiosité amoureuse. Il faut vraiment la voir comme une compétence professionnelle qui est à la fois délibérée et cultivée. Le message essentiel à retenir, c'est que la chaleur humaine et la compétence technique ne sont pas du tout opposées. Bien au contraire, elles se renforcent mutuellement. C'est justement parce que le cadre thérapeutique est rigoureux et sécurisé qu'une connexion authentique et chaleureuse peut se développer. Cette phrase résume parfaitement l'impact de cette posture. Au-delà des outils, au-delà des protocoles, ce qui reste et ce qui participe vraiment aux soins, c'est la qualité de la présence et du regard que le thérapeute pose sur la personne en face de lui.
Notre analyse s'arrête ici. Pour approfondir ces questions, les thèmes des résistances et de la honte sont explorés plus en détail dans la suite, et ils sont en lien direct avec la posture de curiosité amoureuse que nous venons d'examiner.